je fais encore une remise à plat un peu de tout ça. Donc, il n'y a pas de note d'indiquer sur vos bulletins. Dans l'appréciation, donc j'ai indiqué pour la plupart d'entre vous donc le sérieux. Et par contre, vos notes, vous allez les avoir sur votre relevé de notes qui accompagne le bulletin. Voilà. Voilà un peu comment ça va se passer au troisième trimestre. Bon, là, je vois que c'est 9h02, j'attends encore 1 minute et puis on va démarrer tranquillement notre séance. Donc, on va étudier donc l'éphédrine. Alors, n'hésitez pas à intervenir. Comme d'habitude, je vous laisse le micro parce que je trouve que pour nous, c'est plus pratique. Donc, vous pouvez intervenir à tout moment si vous avez des questions. Il suffit de brancher votre micro. Voilà. Donc, quant au cours, pour la semaine prochaine, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un peu le flou, comme vous pouvez imaginer, comme on va travailler tout le trimestre. On est un peu dans le flou sur ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, on attend les consignes officielles du ministre ce soir. Donc, on verra bien. Donc, on va démarrer quand même notre séance. Donc, c'est l'exercice 2. Donc, vous pouvez voir donc le casse-tête des sportifs pour soigner un rhume. Donc, on va étudier donc l'éphédrine. Et donc, c'est la molécule que l'on étudie dans cet exercice. Et la pseudoéphédrine, donc, qui constitue le principe actif des médicaments indiqué dans le cas de congestion nasale ou de chute de tension. Alors, on nous dit cependant les structures voisines sont voisines de celles de l'adrénaline et ça leur confère des effets similaires à l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, je rappelle, ça peut être un stimulant. Mais à force de vous stimuler, ça peut provoquer donc des hypertensions, voire des risques d'infarctus, puisque ça joue sur le cœur. Donc, on regarde tout de suite la première question. Donc, on nous demande donc de justifier que l'éphédrine a une structure voisine de celle de l'adrénaline. Alors, si on regarde un peu, qu'est-ce que l'on retrouve dans les deux molécules? On retrouve un cycle à 6 atomes de carbone dans les deux molécules. Donc, je compare l'éphédrine et la L-adrénaline. Donc, je vois qu'il y a un groupe, ensuite, il y a une sorte de chaîne de carbonée avec un atome d'azote. Je vois qu'il y a un groupe hydroxyle sur cette chaîne carbonée. Et je vois que dans l'éphédrine, il y a une ramification CH3, donc une ramification méthyle qui n'apparaît pas dans l'adrénaline. Par contre, il y a deux groupes hydroxyles placés sur le cycle qui sont présents dans l'adrénaline et qui ne sont pas présents dans l'éphédrine. Donc, on nous demande, donc, à la première question, donc, de justifier que ça a une structure voisine. Donc, vous allez donc noter, donc, l'éphédrine possède, par rapport à l'adrénaline, l'éphédrine possède par rapport à l'adrénaline une ramification. Donc, l'éphédrine possède par rapport à l'adrénaline une ramification méthyle en plus. Donc là, je vous l'entoure, une ramification méthyle en plus. Mais n'a pas deux groupes hydroxyles, sur le cycle d'atomes de carbone. Il n'y a pas deux groupes hydroxyles sur le cycle d'atomes de carbone. Alors ensuite, à la question 1-2, on nous demande d'entourer les groupes caractéristiques et de nommer les fonctions associées. Alors, les groupes caractéristiques, donc, vous avez... Alors, on est sur l'éphédrine, on étudie l'éphédrine et non pas l'adrénaline, je le rappelle. Donc, sur l'éphédrine, on a un groupe hydroxyle,
Donc, je rappelle qu'il faut entourer le O et le H, un groupe hydroxyle, et un groupe avec de l'azote, N, avec le H, qui on va le faire appartenir au groupe. Donc, c'est le groupe amine. Donc, vous avez ici le groupe hydroxyle, donc vous entourez le OH, et vous entourez le NH. Donc là, je vous ai donné le nom des groupes, mais il se trouve que l'énoncé, et ça, il faut toujours faire attention au bac, ou on ne sait jamais à l'oral. Là, on ne vous demande pas le nom des groupes, on vous demande le nom de la fonction. Donc, pour la fonction avec le OH, c'est la fonction alcool, et pour NH, c'est la fonction amine. Donc, OH, fonction alcool, NH, fonction amine. Donc, OH, donc fonction alcool, NH, fonction amine. Donc, on va passer à la page suivante. Donc, bonjour Anis, je vois que vous avez rejoint le groupe. Donc, on en est à la question 3, Anis. On nous demande, la molécule d'éphédrine est-elle chirale? Bonjour, donc Anis. Oui, donc la molécule d'éphédrine est-elle chirale? Donc, on regarde la molécule. Alors, pour qu'elle soit chirale, il faut un atome de carbone asymétrique. Alors, on regarde si, bonjour Diogo, donc on regarde si l'éphédrine possède un ou plusieurs atomes de carbone asymétriques. Alors, je rappelle que lorsque votre atome de carbone est lié par des liaisons multiples à un autre atome, il n'est jamais asymétrique parce qu'on considère que cette liaison multiple existe plusieurs fois. Bonjour Diogo. Donc, pour le cycle, il n'y a aucun atome de carbone asymétrique. Donc maintenant, on regarde le carbone qui est lié au OH. Donc, on regarde le carbone qui est lié au OH. Alors, je vois que d'un côté, sur ce carbone, il y a le cycle. De l'autre côté, donc au-dessus, il y a le OH. Derrière, il y a un H qui n'est pas mentionné. Parce que je rappelle qu'en formule topologique, normalement, on ne mentionne pas les liaisons CH. Et vous avez toute la partie droite de la molécule, avec notamment le groupe méthyle en ramification et l'azote. Donc, vous avez 4 groupes, ou 4 groupes d'atomes, ou 4 atomes différents, puisque je rappelle que c'est la définition du carbone asymétrique, donc il faut 4 atomes, groupes d'atomes différents, et là on en a bien 4. Donc le carbone qui porte le OH est asymétrique. Regardons le carbone suivant. Alors, le carbone suivant, il porte un groupe méthyle vers l'avant, en bas vers l'avant, il porte forcément un H en bas vers l'arrière, il porte la partie gauche de la molécule, avec le cycle et le OH, et la partie droite de la molécule avec le NH, donc il est également asymétrique. Donc là, on se retrouve dans la situation où il y a 2 atomes de carbone asymétriques. Donc on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure facilement. Alors, on va falloir rajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a ici un plan ou un centre de symétrie? Puisque je rappelle que s'il y a un plan ou un centre de symétrie, la molécule n'est pas chirale. Et là, clairement, il n'y a pas de plan ou de centre de symétrie. Donc, clairement, la molécule est chirale. Donc, à la question 1.3, donc la molécule d'éphédrine est-elle chirale? Donc, vous avez noté. Donc, la molécule possède 2 atomes de carbone asymétriques. La molécule possède 2 atomes de carbone asymétriques. La molécule possède 2 atomes de carbone asymétriques. Alors, le mieux, évidemment, le jour du bac, c'est d'avoir écrit, ou le jour de l'oral, ceux qui iront à l'oral, c'est d'avoir écrit sa molécule et avoir montré ces 2 atomes de carbone. Je rappelle, c'est le carbone qui porte le OH et le carbone qui porte la ramification méthyle qui sont asymétriques. Donc, la molécule possède 2 atomes de carbone asymétriques. Point. Elle n'a pas de plan de symétrie. Elle n'a pas de plan de symétrie ni de centre de symétrie. Elle est chirale. Elle n'a pas de plan de symétrie ni de centre de symétrie. Elle est chirale. Elle n'a pas de plan de symétrie ni de centre de symétrie. Elle est chirale. Alors, on arrive maintenant à la question 1.4. On nous demande, parmi donc les molécules 1, 2 et 3, d'identifier l'énantiomère de l'éphédrine. Alors, je rappelle la définition de 2 énantiomères. Donc, ce sont des stéréoisomères de configuration, image l'un de l'autre dans un miroir plan.
Donc, quelle serait la molécule qui serait l'image dans un miroir plan de l'éphédrine qu'on nous propose? Est-ce que c'est la première molécule? Alors, je vois que la première molécule, le OH est vers l'arrière, tandis que le CH3 reste vers l'avant. Autrement dit, vous avez la même structure géométrique pour le carbone qui porte le méthyle, le groupe CH3, mais vous avez une structure inversée pour le OH, pour le carbone qui porte le OH. Donc ça, c'est pas une image dans un miroir plan, parce qu'il faudrait que les deux soient inversés. Tandis que pour la molécule 2, je vois clairement que le OH est vers l'arrière, le groupe méthyle est vers l'arrière, alors que dans l'éphédrine, le OH est vers l'avant, le groupe méthyle est vers l'avant. Donc je vois clairement que la molécule 2 correspond ici à l'image dans un miroir plan. Et où serait placé le plan? Eh bien, il serait placé parallèle au plan de la feuille. Donc on va noter la molécule 2, la molécule 2, la molécule 2 est l'énantiomère de la molécule d'éphédrine. La molécule 2 est l'énantiomère de la molécule d'éphédrine. Car elle est l'image dans un miroir plan, car elle est l'image dans un miroir plan, elle est l'image dans un miroir plan de cette molécule. Car elle est l'image dans un miroir plan de cette molécule. Et on va quand même préciser où se trouve le miroir plan. Donc vous notez entre parenthèses, le miroir plan est ici parallèle au plan de la feuille. Le miroir plan est ici parallèle au plan de la feuille. Le miroir plan est ici parallèle au plan de la feuille. Alors, à la question 1.5, on nous demande, les autres molécules sont appelées pseudoéphédrines. Donc, visiblement, les molécules 1 et 3 sont appelées pseudoéphédrines. Quelle relation de stéréoisomérie existe-t-il entre l'éphédrine et ces deux pseudoéphédrines? Alors, on a vu que l'éphédrine et la molécule 2 sont énantiomères. Donc, logiquement, l'éphédrine et la molécule 1 sont diastéréoisomères. Et de même, l'éphédrine et la molécule 3 sont diastéréoisomères. Donc, on nous demande quelle relation de stéréoisomérie existe-t-il entre l'éphédrine et ces deux pseudo-éphédrines. Donc, on va noter, il s'agit d'une diastéréoisomérie. 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 Et on va rajouter donc la molécule 1 est un stéréoisomère de configuration de l'éphédrine, est un stéréoisomère de configuration de l'éphédrine, un stéréoisomère de configuration de l'éphédrine, mais ne correspond pas à son image dans un miroir plan. Mais ne correspond pas à son image dans un miroir plan. Mais ne correspond pas à son image dans un miroir plan. Mais ne correspond pas à son image dans un miroir plan. Elle ne correspond pas à son image dans un miroir plan. Voilà. Alors on va pas recommencer pour la molécule 3, hein, on va écrire de même pour la molécule 3. De même pour la molécule 3. De même pour la molécule 3. Donc on arrive maintenant à la deuxième partie de l'exercice. On nous propose la synthèse racémique de l'éphédrine. On nous demande à quelle catégorie de réaction cette dernière étape correspond-elle. Alors, je vois une molécule où il y a bien déjà le groupe hydroxyle, et je vois que l'azote, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui vont continuer la chimie organique l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle une imine.
C'est-à-dire, c'est un atome d'azote lié à un atome de carbone avec une liaison double. Ça, c'est ce qu'on appelle des imines, c'est assez fréquent en chimie. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette liaison double. Et je vois que cette liaison double, elle disparaît au profit d'une liaison simple. Vous voyez? Et je vois qu'il y a un H qui est apparu sur le N et un H qui s'est rajouté sur le carbone lié à l'atome d'azote par la liaison double. Autrement dit, vous voyez, j'ai donné la solution, j'ai dit c'est rajouté. Donc on voit clairement qu'il s'agit d'une réaction d'addition. Alors maintenant, il faut bien l'écrire, il faut bien justifier, hein, toujours pareil. Donc on va noter c'est une réaction d'addition. C'est une réaction d'addition. On a ajouté un atome d'hydrogène. On a ajouté un atome d'hydrogène sur l'atome d'azote. Ajouter un atome d'hydrogène sur l'atome d'azote. Et un autre atome d'hydrogène. Et un autre atome d'hydrogène. Et un autre atome d'hydrogène sur l'atome de carbone, et un autre atome d'hydrogène, sur l'atome de carbone, lié à l'atome d'azote par une liaison double. Lié à l'atome d'azote par une liaison double. Lié à l'atome d'azote par une liaison double. Alors pour ceux qui vont continuer la chimie, hein, les trucs que je vous donne pour l'année prochaine, à chaque fois que vous perdez, c'est choses que je vous ai déjà expliqué dans le cadre du cours, je crois que c'est le chapitre 5 ou 6, je ne sais plus, on a fait les mécanismes réactionnels. Cette liaison, à chaque fois que vous perdez de la multiplicité de liaisons, vous passez d'une triple à une double, ou d'une double à une simple, autrement dit, vous perdez des liaisons multiples, et bien vous êtes dans le cas de réaction d'addition. Donc, tout de suite, ça doit vous aiguiller. Lorsque vous gardez le même nombre de liaisons doubles ou triples, c'est a priori de la substitution. Si vous perdez des liaisons multiples, c'est de l'addition. Si vous gagnez des liaisons multiples, c'est de l'élimination. Si vous avez bien ça en tête, ça vous fera gagner du temps l'année prochaine pour les cours de chimie organique. Alors, on continue. La question 2.2, on nous demande quel est le rôle du nickel de Raney. Alors, le nickel de Raney, il est très connu. Ici, donc ici, je vois que c'est du nickel. Hein. Ce nickel, il n'intervient pas dans l'équation chimique, il est mis au-dessus de la flèche. Il fait partie des conditions expérimentales. Autrement dit, il se retrouve inchangé à la fin de la réaction chimique, c'est donc un catalyseur. Donc, il accélère la réaction. Voilà. Donc, souvent, les catalyseurs, hein, on les met au-dessus de la flèche, avec les conditions expérimentales, qui peuvent être des conditions de pression, de température. Voilà, c'est souvent ce qu'on met au-dessus de la flèche. Donc, on va noter. Donc, le nickel de Raney est un catalyseur. Il accélère la réaction chimique. Le nickel de Raney est un catalyseur. Il accélère la réaction chimique. Le nickel de Raney est un catalyseur. Il accélère la réaction chimique. Alors maintenant, j'arrive à la question 2.3. On nous demande le produit obtenu, enfin on nous dit déjà, le produit obtenu est sous forme d'un mélange racémique. On nous dit, sachant que dans le réactif, le carbone portant le groupe hydroxyle a la même configuration que celui de l'éphédrine si on obtient 10 grammes de produit purifié. Quelle masse d'éphédrine contient-il? Bon, bah là, c'est assez simple, puisqu'on nous dit que c'est un mélange racémique, c'est un mélange où il y a les mêmes quantités des deux énantiomères. Donc, si en tout, vous avez 10 grammes et que vous avez les mêmes quantités d'énantiomères, chaque énantiomère, bah, il y en a 5 grammes. Donc, vous allez vous retrouver avec 5 grammes d'éphédrine et 5 grammes de son énantiomère. Donc, on va noter, donc déjà, un mélange racémique est un mélange équimolaire. Un mélange racémique est un mélange équimolaire d'énantiomères. Un mélange racémique est un mélange équimolaire d'énantiomères. Mélange racémique est un mélange équimolaire d'énantiomères.
comme au total, on a 10 grammes de produits purifiés, comme au total, on a 10 grammes de produits purifiés, virgule, le produit contient 5 grammes d'éphédrine, 5,0 grammes d'éphédrine. Le produit contient 5,0 grammes, 5,0 grammes d'éphédrine, 5,0 grammes d'éphédrine. Alors ensuite, on nous demande, donc là on a terminé la deuxième partie, on arrive donc dans la troisième partie, absorption de l'éphédrine dans l'organisme. Donc on nous demande de donner la formule topologique de l'acide conjugué de l'éphédrine. Alors l'éphédrine, ici, si on regarde sa formule, que l'on va retrouver à la page précédente, ici, voilà, donc l'éphédrine. Donc je vois ici qu'il y a de l'azote, ici, et l'azote, ça me rappelle les amines, et les amines sont des bases. Et on nous dit l'éphédrine, dans les données, pourra être noté B, et son acide conjugué BH+. Autrement dit, c'est une base qui va capter un proton. Et où est-ce que ce proton il va se positionner dans l'ion que l'on va former? Eh bien, c'est le doublet non-liant de l'azote qui va capter ce proton. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'azote, il va falloir mettre un deuxième atome d'hydrogène, et à ce moment-là, l'azote va se charger plus. Donc, on nous demande de donner la formule topologique, ici, de la base. Alors, il suffit de recopier la formule que vous avez donc de l'éphédrine au début de l'énoncé. Donc là, normalement, vous l'avez sur l'écran. Je vous l'entoure pour que ce soit clair. Vous me recopiez cette formule-là. Et il suffit de rajouter ici, de mettre H2 et plus. Alors là, moi, j'ai un peu de mal parce que je n'ai pas mon tableau. Pour que ce soit clair, je vous le fais comme ça. Je vous mets une liaison. Je vais vous mettre le H. Bon, j'ai un peu de mal, hein, comme vous pouvez le constater. Je ne suis pas très doué. Donc, il faut mettre H+. Enfin, je pense que vous avez compris. H+. Donc, en fait, la molécule ici que vous allez... enfin, c'est même plus une molécule, c'est un cation. Le cation que vous avez récupéré, il faut écrire donc la même molécule. Et vous écrivez au niveau de l'azote NH2 et vous mettez un plus sur l'atome d'azote, puisque je rappelle qu'on nous demande la formule topologique. Alors, en formule topologique, le H, la liaison NH n'est pas indiquée. Donc, il faut écrire NH2+. Donc, voici la forme, ici, acide de l'éphédrine. Donc, on reprend ici. Donc, on a donné la formule topologique de l'acide conjugué de l'éphédrine. On nous demande de proposer un réactif permettant de passer de la base à son acide conjugué. Bon, on nous laisse le choix. Donc, il faut prendre évidemment un acide. Pour que la réaction soit totale, on prend un acide fort. Et l'acide fort, que l'on aime bien, pour éviter de s'embêter, on ne va pas prendre un diacide ou un triacide. Un diacide comme l'acide sulfurique H2SO4 ou un triacide comme l'acide phosphorique. On va se contenter de prendre un monoacide fort. Et le monoacide fort qu'on aime bien au lycée, c'est évidemment l'acide chlorhydrique. Donc, proposer un réactif permettant de passer de l'éphédrine à son acide conjugué. Donc, on passe à l'acide conjugué en faisant réagir l'éphédrine avec de l'acide chlorhydrique. On passe à l'acide conjugué en faisant réagir l'éphédrine avec de l'acide chlorhydrique. Faisant réagir l'éphédrine avec de l'acide chlorhydrique. Alors, une fois qu'on a compris ça, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction.
On ne nous impose rien, mais on va utiliser l'écriture de l'énoncé qui nous parle de BH et BH+. Donc, il suffit d'écrire BH+, plus, alors dans l'acide chlorhydrique, c'est une solution qui contient des ions de sodium H3O+, et des ions chlorure Cl-. Qu'est-ce qui réagit? C'est évidemment les ions H3O+. Les ions Cl- n'ont pas de propriété acido-basique. Donc, on va écrire BH+, non, BH, excusez-moi, hein, c'est l'éphédrine, c'est BH, c'est la base, évidemment. Non, c'est B, pas BH+, c'est B. Donc, on va écrire B plus H3O+. Donc, vous écrivez B, c'est l'éphédrine hein, qui réagit. B plus H3O+, qui donne BH+, plus H2O. Et c'est une réaction totale. Donc, vous mettez bien la flèche hein, de la réaction totale. Donc, je répète, B, alors on peut mettre A que, hein, on peut préciser l'état physique. Bon, à mon avis, ce ne serait pas sanctionné là au bac, mais bon, on peut mettre B A que, plus H3O plus A que, donne BH plus A que, plus H2O liquide. Voilà l'équation chimique. Alors, on nous demande maintenant, la forme prédominante de l'éphédrine dans le sang peut-elle être correctement absorbée dans l'organisme? Alors, pour ceux qui vont faire médecine, passe, on va leur expliquer que pour qu'un corps soit bien, un produit soit bien absorbé par l'organisme, il faut qu'il soit de préférence sous forme ionique. Alors évidemment, vous n'êtes pas censé le savoir au niveau du lycée, donc c'est écrit dans l'énoncé. On vous précise que les formes ioniques sont les formes donc les mieux, on va dire, absorbées par l'organisme. Voilà, dans les données, on vous dit ici, on transforme les principes actifs des médicaments en espèces ioniques afin de les rendre plus hydrosolubles pour faciliter leur absorption dans l'organisme et augmenter leur durée de vie. Alors, le pH du sang est entre 7,32, on avait fait une activité là-dessus, et 7,4. Hein, donc, grosso modo, il est entre 7,32 et 7,42, donc il est aux alentours de 7,4. À ce pH-là, sous quelle forme se trouve l'éphédrine? Et bien, on voit que c'est la forme acide qui prédomine, donc la forme BH+. Et si c'est BH+, qui prédomine, c'est bien une forme ionique, et donc ce sera facilement absorbé par l'organisme. Donc maintenant, on va rédiger tout ça. Donc je regarde la question. On nous demande ici, donc la forme prédominante peut-elle être correctement absorbée dans l'organisme? Alors déjà, on va noter le pH du sang à peu près égal à 7,4. Donc vous notez pH du sang environ 7,4. Donc à peu près, hein, vous faites le symbole de l'à peu près, le symbole mathématique, à peu près égal à 7,4. Donc, pH inférieur au pK. Donc pH inférieur au pK. Donc pH inférieur au pK. Donc pH inférieur au pK. Deux points. La forme acide BH+ prédomine. La forme acide BH+ prédomine. Il s'agit d'une forme ionique. Il s'agit d'une forme ionique. Il s'agit d'une forme ionique. Elle est correctement absorbée par l'organisme. Il s'agit d'une forme ionique. Elle est correctement absorbée par l'organisme. Voilà, on a fini un exercice qui, normalement, on vous laissait 50 minutes pour le faire. Donc, qui, à mon avis, vous auriez eu ça au bac. Je pense que la plupart d'entre vous s'en seraient bien sortis. Donc, est-ce que vous avez des questions? Voilà, j'attends 2 minutes. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non, bah c'est parfait. Donc, je vous propose, super, merci Alan, merci Margot, merci Sacha. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Donc, c'est l'exercice 3. Ah, l'exercice 3, je ne l'ai pas sur cette version-là. Donc, je vais la prendre. Il va falloir que je la télécharge. Je vais vous demander 2 minutes de patience. Il faut que je télécharge cette version. Donc là, on va faire une pause de 2 minutes. Ça vous laisse le temps de relire ce que l'on a fait.
Donc, il faut que je la retrouve. Ça arrive, c'est pas, hélas, c'est pas instantané. Bizarre, je pensais avoir pris le sujet dans son intégralité. Je vais vous le redonner. Monsieur? Oui. Monsieur, vous avez dit pour la dernière Oui, question oui. que Là, la je suis forme en train de acide. rechercher. Oui, vous avez dit dans la Oui, c'est la dernière forme question. acide qui prédomine. Oui, d'accord. Oui, c'est la forme acide qui prédomine, c'est BH+, puisque le pH est inférieur au pK. Et il se trouve que cette forme acide, c'est une forme ionique. Et toutes les formes ioniques sont facilement absorbées par l'organisme. Ça s'étudie en passe. D'accord. Voilà. Donc, ceux qui feront médecine, vous le retrouverez l'année prochaine. Vous voyez, par exemple, un acide carboxylique, si jamais son pK il est vers les 8-9, eh ben, il risque d'être mal absorbé par l'organisme. Vous voyez, ça intervient dans les synthèses de médicaments. Il ne faut pas que votre principe actif soit sous forme moléculaire. Enfin, il peut l'être, mais il est mal absorbé par l'organisme. Donc voilà, vous en perdez en fait. Alors là, moi, ce que je vais faire, j'espère que j'ai retrouvé mon sujet. Je suis désolé là de ce petit interlude, mais là, ici, 2019, là, voilà. Donc ça vous permet de relire et vous voyez, de me poser des questions. Super, voilà, ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir vous l'envoyer ici. Donc, je fais une petite manœuvre. Voilà. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il se trouve sur une clé que je viens de mettre sur mon ordinateur. Il faut que j'envoie le fichier tout d'abord sur le site, qu'ensuite voilà, il le transforme pour qu'il soit lu sur le site et là, vous devriez y avoir accès. Voilà, j'arrive. Hein. Ça vous permet, vous, de vous relire et éventuellement de me poser aussi d'autres questions sur l'exercice 1. J'espère que vous avez relu l'exercice 1. Si vous avez éventuellement donc des questions dessus. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà, c'est parfait. On va reprendre, je l'ai. Voilà, on arrive, je vous l'ai mis. Donc, on arrive à l'exercice 3, boisson énergisante. Mais vous voyez, si vous regardez cet exercice qui est tombé en 2019, logiquement, à part la partie numérique où on n'a pas eu le temps de beaucoup la traiter ensemble, et c'est vrai que ça peut vous paraître dur, logiquement, vous voyez que c'est quand même, ça paraît pas super compliqué. Hein. Donc, voilà, ça paraît pas super compliqué. Donc, a priori, vous auriez, à mon avis, la plupart de la classe serait cartonnée sur ce type de sujet. Enfin, j'espère. Donc, on va s'intéresser aux boissons énergisantes ou énergétiques. Donc, on nous donne 3 boissons. La première, la A, est énergisante. B et C sont énergétiques. Et puis, on nous donne différentes concentrations, hein, parce qu'on nous donne les milligrammes pour 100 millilitres. Donc, l'air de rien, c'est les concentrations. On nous donne la dose journalière admissible, la DJA, la dose journalière admissible pour la taurine, la caféine et la glucoronolactone. Voilà. Et puis, on nous donne de la spectroscopie infrarouge où vous retrouvez grosso modo les valeurs que je vous ai déjà indiquées. Alors, on va regarder un peu les questions maintenant. J'arrive à la question 1.1. On nous demande quelle différence du point de vue de la composition chimique existait-il entre une boisson énergisante et une boisson énergétique? Alors, on va regarder ça. Donc, au niveau de la composition chimique. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que dans la boisson énergisante, il y a de la caféine, de la taurine et de la glucoronolactone, ici, que vous n'avez pas dans les boissons énergétiques. Donc, on va se contenter d'écrire les boissons énergisantes contiennent de la caféine, de la taurine et de la glucoronolactone, c'est un peu compliqué, et de la glucoronolactone, molécule, absente dans les boissons énergétiques. Molécule absente
dans les boissons énergétiques. Molécules absentes dans les boissons énergétiques. Alors maintenant, on continue, on regarde le sucre. Alors, les trois contiennent du sucre, mais je m'aperçois que dans la boisson énergisante, il y a 2 fois plus de sucre que dans les boissons énergétiques. Ensuite, au niveau des vitamines, là, on ne peut pas trop conclure parce qu'on voit que, voilà, on voit que c'est à peu près la même gamme et qu'en plus, c'est pour les mêmes vitamines. Donc là, on ne peut pas conclure. Par contre, la boisson énergétique C contient valine, leucine, isoleucine. Ça doit vous rappeler quelque chose. Valine, on a étudié pendant l'année. Ce sont des acides alpha-aminés. C'est écrit dans l'énoncé, il n'y a pas de souci. Donc, je m'aperçois qu'il y a des sels minéraux et des acides alpha-aminés et moins de sucre dans les boissons énergétiques. Donc, on va le noter. Donc, de plus, on constate que les boissons énergétiques, contiennent moins de sucre, et elles peuvent contenir, parce qu'on n'a pas pour la boisson B, hein, donc on ne sait pas trop, donc on va noter, elles peuvent contenir des acides alpha-aminés. Et elles peuvent contenir des acides alpha-aminés. Voilà, on a fait une petite différence au niveau de la composition chimique entre ces molécules. Donc, on va regarder. Donc, grosso modo, hein, la boisson énergisante, hein, c'est ce qu'attend surtout l'énoncé, puisqu'on en parle dans le petit texte avant, c'est surtout que les boissons énergisantes contiennent de la caféine, de la taurine et de la glucuronolactone, et quand même pas mal de sucre, et il y a moins de sucre dans les boissons énergétiques, il n'y a pas les 3 molécules que j'ai citées, et en plus, les boissons énergétiques peuvent contenir des acides alpha-aminés. Et des sels minéraux. J'ai dit, là, la boisson énergisante, on ne nous dit rien pour les sels minéraux. Donc, on va noter, il y a également dans les boissons énergétiques des sels minéraux. J'ai oublié de parler des sels minéraux. Il y a également dans les boissons énergétiques des sels minéraux. Alors maintenant, on nous demande quel volume de boisson énergisante un jeune adulte A peut-il consommer par jour sans que les espèces chimiques contenues dans cette boisson ne présentent un risque sur sa santé. Alors, donc ces boissons énergisantes, ici, il y a une DGA pour la caféine, la taurine et la glucuronolactone. Donc, c'est ce que vous avez ici décrit dans les données. D'accord? Donc, il ne faut pas en prendre n'importe quelle quantité. Pour la taurine, vous en avez droit à 3 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour. Donc, la première petite difficulté, c'est qu'on nous parle d'un jeune adulte. Alors là, un jeune adulte, on peut estimer sa masse à combien? Un jeune adulte, on ne sait pas si c'est un homme, une femme. Donc là, il faut faire un choix pour faire l'exercice. Alors là, évidemment, hein, on tolère toujours le jour du bac un jeune adulte, on se dit, bon, ça doit peser à peu près entre 50 kg et 80 kg. Donc, moi, je vais mettre, parce qu'il faut bien faire un calcul, on va se mettre à 60 kg. Donc déjà, la première chose qu'on va noter pour cette question, donc je suis à la question 1-2, ici, je suis à la question 1-2, et on va noter, donc, on considère un jeune adulte de masse 60 kg. On considère un jeune adulte de masse 60 kg. Alors ensuite, on a 3 produits à tester. La meilleure rédaction, c'est de faire un tableau. Donc vous allez faire un tableau avec 4 colonnes. En fait, vous allez faire un tableau et dans les données, là, vous voyez, vous allez commencer par recopier ici, donc je vais vous laisser le temps de le faire. Vous recopiez ce tableau-là, vous voyez que je suis en train de vous entourer. Vous recopiez ce tableau-là où il y a la DGA pour la taurine, la caféine et la glucuronolactone. Et on va rajouter des lignes en dessous. Voilà ce qu'on va faire. Donc déjà, vous recopiez votre tableau. Donc vous mettez DGA en milligrammes par kilogramme et par jour, taurine, caféine, glucuronolactone. Vous mettez donc 3, 5 et de 17 à 34.
Alors, comme on cherche ici le volume minimal, puisque c'est ici la question, hein, je le rappelle, on cherche le volume minimal de boissons énergisantes que vous pouvez prendre sans risque. D'accord? Donc, pour calculer ce volume minimal, on va se baser par rapport à la concentration maximale qu'il pourrait y avoir dans votre produit en glucuronolactone. Donc, on va se baser par rapport à 34. Donc, vous allez mettre de 17 à 34. Et en fait, vous allez mettre entre parenthèses le 17 et vous allez donc le barrer. Puisqu'on va faire les calculs par rapport à 34. Là où on a le plus de produits. Ça paraît logique. On cherche le volume minimal. On continue. Donc, maintenant, on va rajouter une ligne. Alors, quelle est la première ligne? Ici, pour peut-être pouvoir faire les calculs le plus facilement, c'est de trouver la concentration massique. Donc, vous allez écrire une deuxième ligne, concentration massique en milligrammes par litre. On va garder les milligrammes. Concentration massique en milligrammes par litre. Et la concentration massique en milligrammes par litre de la boisson. Concentration massique en milligrammes par litre de la boisson. Alors, on nous dit que dans la boisson énergisante A, vous avez 32 mg pour 100 ml. Donc, ça fait 320 mg pour 1 litre. Donc, on va noter 320 mg, enfin 320 mg par litre. Alors, on va écrire avec les chiffres significatifs, on va écrire 3,2 fois 10 puissance 2, 3,2 fois 10 puissance 2 mg par litre. 3,2 fois 10 puissance 2 mg par litre. Donc, vous voyez, pour la taurine, on nous propose 400 mg, mais toujours pareil pour 100 ml. Donc, ça fait 4,00 fois 10 puissance 3, ça fait 4000, hein, 4000 mg par litre. Donc, 4,00 fois 10 puissance 3 mg par litre. Ça, c'est pour là que je ne me trompe pas. Ah oui, alors oui, je vois que le tableau ne va pas dans le même sens, évidemment, que ce qu'on nous donne. Donc, le premier chiffre, le 320 mg par litre, le 3,2 puissance 2 mg par litre, vous l'avez mis pour la caféine. Donc ça met dans la colonne de la caféine. Et pour la taurine, les 4000 mg par litre, la taurine, donc 4000 mg par litre, vous la mettez bien dans la colonne de la taurine. Donc dans l'ordre, il faut d'abord mettre 4000 mg par litre, puis 320 mg par litre, et la glucuronolactone, vous en mettez, donc puisqu'on a dit qu'on faisait par rapport à la concentration la plus élevée, vous en mettez donc ici, ça n'a pas d'importance, le 34 d'ailleurs ici, c'est 240 mg pour 100 ml, donc ça fait 2400 mg par litre. Donc vous allez écrire 2,40 fois 10 puissance 3 mg par litre. Donc pour que ce soit clair, je répète, pour la taurine, vous mettez 4,00 10 puissance 3, donc ce sont des milligrammes par litre. Pour la caféine, vous mettez 3,2 fois 10 puissance 2 mg par litre. Et pour la taurine, vous mettez 4,00 fois 10 puissance 3 mg par litre. Donc là, on a les concentrations dans, ici, les boissons. Alors maintenant, on va faire par rapport à notre adulte. Combien de milligrammes on peut absorber de taurine? Mon adulte fait 60 kg, mon jeune adulte. Donc, je vais faire 60 fois 3. Donc, ça fait 180. Donc, je vois que pour la taurine, donc on va rajouter une ligne maintenant. On va mettre la masse. Donc, la masse maximale. Et ce sera des masses maximales. Ce sera donc des milligrammes par jour. Donc, vous mettez l'unité milligrammes par jour. La masse maximale, milligrammes par jour. Donc, pour la taurine, mon jeune adulte, il va pouvoir en prendre 180. Puisque je fais 3 mg par kilogramme de masse corporelle par jour fois 60. Donc, je fais 3 fois 60, ça fait donc 180. Pour la caféine, donc vous écrivez pour respecter les chiffres significatifs. Alors là, vous voyez, l'énoncé quand même n'est pas très bien fait, parce qu'ils auraient dû écrire 3,00. Là, ils mettent 3, on ne va pas écrire avec un seul chiffre significatif. Donc là, on va mettre 180, on ne va pas s'embêter, ils ne l'ont pas appliqué. Donc, on ne va pas l'appliquer non plus. On va mettre 180 mg pour la taurine. La caféine, je fais 5 fois 60,
Le jeune adulte peut en absorber 300 mg. Et la glucuronolactone, ici. Alors non, là tout à l'heure j'ai dit une bêtise. J'ai dit que c'était entre 17 et 34. On va considérer que notre jeune adulte peut en prendre le minimum, c'est-à-dire 17, parce que 34 c'est une tolérance plus élevée. Donc finalement vous barrez. C'est pas 34 qu'il faut mettre, c'est 17. Voilà. C'est la valeur minimale de ce qui lui est autorisé. Là j'ai confondu avec les concentrations. Donc là il faut mettre 17. Donc là vous mettez 17. Donc si je fais 17 fois 60, je fais le calcul, 17 fois 60, vous obtenez, ça fait 1020. Donc 1020 pour la glucuronolactone. Donc mon jeune adulte, maximum, peut prendre 180 mg de taurine par jour, hein, 300 mg de caféine et au maximum 1020 mg de glucuronolactone, en considérant que sa DGA est au minimum à 17. C'est là que ça me donnera la valeur la plus basse. Parce que je rappelle qu'on cherche le volume maximal qu'on a sans risque de ce que je peux absorber. Alors maintenant, vous allez noter une dernière ligne, Vmax. Alors comment je vais faire pour trouver le volume maximal de boisson? Ben, je sais que la concentration massique, c'est la masse sur le volume. Donc je vois que le volume, c'est la masse sur la concentration massique. Donc il va falloir que je prenne la masse maximale que je viens de calculer avec la concentration massique que je vous ai donnée avant. Donc vous allez noter Vmax, le Vmax, on va le donner ici, on ne va pas donner d'unité, on la donnera dans les calculs. Donc Vmax, vous mettez simplement Vmax. Pour la taurine, donc vous avez quand même noté une fois la formule, donc c'est la masse maximale que vous avez écrite juste avant, divisée par la concentration massique. C'est la masse maximale divisée par la concentration massique. Donc ça me donne 180 divisé par 4000. Donc 180 parce que mon jeune adulte peut absorber 180 mg par jour. Et pourquoi 4000? Parce que c'est la concentration, on l'a dit, c'est 4000 mg par litre. Donc si vous faites 180 divisé par 4000, vous obtenez 0,045 litres. Donc vous écrivez 0,045 litres, c'est-à-dire 45 millilitres. Donc je répète le premier calcul. Donc il faut poser 180 divisé par 4000 parce que je fais la masse maximale divisée par la concentration massique. Donc la masse maximale, le jeune adulte peut absorber 180 mg puisque je fais 3 fois 60, ça fait 180 mg, pour une concentration de 4000 mg par litre. Donc ça me donne 0,045 litres, c'est-à-dire 45 ml. Alors 45 ml, pour vous donner une idée, pour fixer les idées, c'est même pas un demi-yaourt. Hein. C'est même pas un demi-yaourt. Voilà. Alors la caféine. Donc la caféine, on avait obtenu une masse maximale que peut absorber l'adulte de 300 mg et une concentration de 320 mg par litre. Donc vous allez faire 300 divisé par 380 par 320, 300 divisé par 320, et vous obtenez 0,938 litres. 0,938 litres. Vous faites 300 divisé par 320, 0,938 litres. Et ça me donne donc 938 millilitres. Alors pour la glucuronolactone, là, j'ai pas été très clair, hein, je m'en excuse. Donc je rappelle qu'on a pris la DGA minimale, non pas la maximale comme je vous ai dit dans un premier temps, mais la minimale à 17 mg par kilogramme et par jour. Ça nous a donné une masse maximale que peut absorber donc mon jeune adulte de 1020 mg. Et ben on va refaire le calcul, 1020 divisé par la concentration étant à 2400 mg par litre. Si je fais 1020 divisé par 2400, vous obtenez 0,425 litres. 0,425 litres. Donc il suffit de faire 1020 divisé par 2400, 2400 mg par litre étant la concentration du glucuronolactone dans la boisson énergisante. Donc si je regarde, alors l'énoncé quand même est bien fait parce que vous preniez 17 ou 34, de toute façon le volume limitant, c'est le volume de la taurine. À cause de la taurine, vous ne pouvez en absorber que 45 ml. Donc 45 ml, j'ai dit, c'est même pas un demi-yaourt. Hein. Donc c'est tout petit.
Hein. Donc, c'est presque le tiers d'un yaourt. Hein. Souvent, les yaourts font 125 millilitres, donc c'est pas beaucoup. Donc, on va noter, donc, le jeune adulte peut absorber au maximum 45 millilitres. Le jeune adulte peut absorber au maximum 45 millilitres. Ce volume est faible. Ce volume est faible. Ce volume est faible. Il doit donc être contrôlé avec vigilance. Il doit donc être contrôlé avec vigilance. Car une trop grande absorption de la boisson, peut entraîner des risques pour la santé. Alors, si vous regardez bien juste au-dessus, là, je suis toujours dans la question 1, ici, les risques, en fait, ils sont décrits. On nous parle de risques cardiovasculaires, psychocomportementaux, neurologiques, gastro-intestinaux. Alors, on ne va pas tout répéter, hein, donc, car il peut entraîner des risques pour la santé. Et vous mettez entre parenthèses cardiovasculaire, neurologique, 3 petits points. Et ça, on voit que vous avez compris qu'il y avait des risques. Donc, cardiovasculaire, neurologique, 3 petits points. Voilà. On a fini la première partie. On va démarrer. Alors, on s'arrêtera à 10 heures, donc il nous reste encore 5 bonnes minutes. Donc, on a le temps de démarrer la deuxième partie. Alors, la suite, je vous la donnerai en corrigé. Hein. De toute façon, je vous enverrai le corrigé de ce qu'on a fait. Et je pense que pour demain, je vais vous envoyer également un autre exercice que vous chercherez tranquillement ce week-end. Et puis, on verra la semaine prochaine comment on s'organise. Si par hasard on vient au lycée, on verra comment tout ça, ça s'organise. Donc, on nous demande, je suis à la question 2, donc caféine et taurine. On nous demande de dessiner la caféine en utilisant un autre mode de représentation dont on nous précisera le nom. Alors là, on nous parle d'une formule semi-développée de la caféine. Alors l'énoncé, à la limite, on pourrait se dire, bon, bah, je vais utiliser une formule développée, puisque l'énoncé ne précise rien. Bon, c'est pas l'esprit de l'énoncé, hein. Personne n'utilise des formules développées. Il faut évidemment faire une formule topologique. Donc, il va falloir redessiner la molécule en formule topologique. Alors, pour la redessiner, c'est assez simple. Je ne fais pas figurer les atomes de carbone. Je ne fais pas figurer les hydrogènes s'ils appartiennent à un atome s'ils sont liés directement à un atome de carbone. Donc, pour le premier cycle, le cycle à 5 atomes avec les 2 atomes d'azote et les 3 atomes de carbone, le premier cycle que je vous entoure, ici. Voilà. Pour ce premier cycle-là, comment on va le dessiner? Eh bien, on va partir de l'atome d'azote du haut. Vous écrivez donc un N, puis vous faites une barre qui descend en bas à droite. Voilà, vous arrivez, vous arrêtez, vous faites un segment. Ensuite, vous faites 2 barres pour aller vers un autre sommet. Vous refaites une barre pour partir vers la gauche pour avoir l'azote. Là, vous écrivez l'azote. Vous faites une barre vers le haut en oblique, en haut à gauche pour redessiner ici le carbone. Et vous refermez le cycle avec 2 barres. Donc, vous venez de faire un cycle où figurent que les lettres N, N, ici, les 2 liaisons doubles, et puis c'est tout. On va faire tout de suite le groupe méthyle. Donc, le groupe méthyle, en partant de l'azote que vous avez dessiné en bas, vous faites une barre. Alors maintenant, pour l'autre cycle. Alors, je vois que j'ai un autre cycle. Je vois ici que j'ai 6 atomes. Donc, vous allez dessiner ici, je pars du carbone qui se trouve ici avec l'azote. Vous voyez, il y a un carbone qui est directement lié à l'azote. Donc, on va dessiner cette première barre, vous faites un N. Puis, vous faites une barre et vous faites 2 liaisons qui partent vers la droite, quasiment vers la droite, et vous faites O. Ensuite, vous faites une barre. Monsieur, les O, aussi, on ne les écrit pas. Bah si, il faut les écrire, les O. Donc, je répète, hein, vous partez du carbone de mon premier cycle. Vous avez un azote. Donc, vous faites
vous faites l'azote. Ensuite, vous descendez pour faire le carbone. Là, vous faites les deux liaisons pour avoir la liaison double. Et vous dessinez, vous mettez bien le O, évidemment. Hein, on met le O. Donc, tous les hétéroatomes, O, N, Cl, tout ce qu'on veut, brome, tout ça, vous les écrivez. Hein, d'accord? Ensuite, je redescends, j'écris le N. J'écris une simple barre pour le CH3, puisqu'on n'écrit pas, je rappelle, les liaisons CH, et on n'écrit pas les H. Donc, j'écris simplement une barre en partant de ce N-là. Je vais vers le carbone qui porte la double liaison CO. Là, vous écrivez les deux barres et le O, et je referme le cycle. Et normalement, vous avez dû, sur votre molécule formule topologique, vous vous retrouvez avec deux cycles, où doivent figurer à l'intérieur des cycles les deux liaisons doubles que vous avez sur le premier cycle, et une ramification sur le premier cycle qui se trouve en bas à gauche. Pour le deuxième cycle, vous avez une ramification CH3 en haut à droite, deux liaisons doubles CO et une ramification CH3 en bas à droite. Voilà, il nous reste 3 minutes, on va peut-être faire juste la deuxième question. Donc, dessiner la caféine, ça on vient de le faire. La représentation, bah, évidemment, c'est la formule topologique. Le nom, c'est formule topologique. Le nom, formule topologique. Ensuite, là, la question 2.2, prévoir le nombre de signaux présents dans le spectre RNN de la caféine ainsi que leur multiplicité. On revient sur la formule semi-développée de l'énoncé. Donc, sur la formule semi-développée de l'énoncé, je vais vous entourer d'une autre couleur. Ici, par exemple, en vert, tous les hydrogènes. Donc, les hydrogènes, j'en ai un ici. Voilà, je vous entoure. Mince, j'ai entouré le carbone avec, donc vous faites la distinction. Voilà. Voilà, là déjà, première chose, le jour du bac ou le jour d'un oral, j'entoure tous mes hydrogènes que je vois, tous mes protons. Est-ce que ces protons sont équivalents entre eux? Est-ce que, ben non, j'ai l'air d'avoir 4 groupes de protons équivalents. J'ai j'ai 3 groupes qui contiennent 3 protons équivalents, c'est les 3 CH3, donc j'ai 3 groupes, et j'ai un autre groupe qui contient qu'un seul proton. D'accord? Donc au niveau de la courbe d'intégration, j'ai 3 groupes qui vont intégrer pour 3 hydrogènes, et un groupe qui va intégrer pour un H. Alors ensuite, la multiplicité. Est-ce qu'il y a des voisins? Ben, je m'aperçois que les protons n'ont pas de voisins. Si les protons n'ont pas de voisins, la multiplicité, ça va être des singuliers. Donc pour répondre à la question 2.2, donc on va noter, il y a 4 groupes de protons équivalents, et donc 4 signaux. Il y a 4 groupes de protons équivalents, et donc 4 signaux. Il y a 4 groupes de protons équivalents, et donc 4 signaux. Les groupes n'ont pas de voisins. Alors, normalement, on devrait dire les protons. Donc, on a compris qu'on parlait des groupes. Les protons des groupes. Donc, les groupes n'ont pas de voisins. Les signaux sont des singuliers. Les signaux sont des singuliers. Et on va aller un peu plus loin que ce que demande l'exercice de bac. Et on va préciser 3 groupes vont intégrer pour 3 protons. 3 groupes vont intégrer pour 3 protons. Et un groupe intègre pour un proton. Et un groupe intègre pour un proton. Un groupe intègre pour un proton. Voilà, donc je vois que c'est 10 heures. Est-ce que vous avez des questions? Aussi bien au niveau de ce que je viens de vous expliquer qu'au niveau des cours de la fin de l'année, je ne sais pas, avez-vous des questions? Non, pas de questions pour Diogo? Non, c'est parfait, ben, j'espère. Bon, vous voyez quand même qu'on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Hein. Donc moi, je vous conseille quand même, hein, les corrigés que je vous ai donnés, de bien les relire. Pour ceux qui iront au rattrapage, attention, le numérique, ça peut être dangereux. Donc, je vous invite quand même à bien regarder le cours. Alors, les modalités du rattrapage, hein, dès qu'on sait la façon dont ça va se passer, évidemment, on va vous en parler. Pour l'instant, vous avez compris qu'on était encore dans le flou. Donc, il faut s'attendre, dans la pire des configurations, à connaître tous les chapitres. Donc, tout ce qu'on aura traité ensemble. Et maintenant, comment ça va se passer, ben, je vous en parlerai après, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, demain soir, on ne fera pas de classe virtuelle, parce que tout simplement, il y a des conseils de classe.
Donc, on ne fera pas de classe virtuelle. Donc, la semaine prochaine, je le répète, lundi, c'est férié, donc on se repose. Ça permet de réviser tranquillement. Et on se reverra donc mercredi. Alors, mercredi, soit on a repris au niveau du lycée. Alors, ce sera, je crois, sur la base du volontariat pour vous. Donc, soit vous venez, soit vous venez pas. Enfin, on verra comment on s'organise. Hein. Soit on ne reprend pas au niveau du lycée. Et à ce moment-là, on continuera les séances d'exercice. Mais comme je vous ai dit, je vais commencer après le conseil de classe, parce que votre conseil de classe va arriver. Non, Alan, ce ne sera pas en virtuel mercredi, parce que je crois que le mercredi matin, normalement, vous avez Madame Dallène qui vous fait des cours en virtuel. Oui, c'est ça, oui. Vous avez des cours en virtuel avec Madame Dallène, donc je vais la laisser sur l'horaire. Hein. Et Monsieur Ponton, Monsieur Ponton, d'accord, j'ai compris. Donc, non, je vais les laisser, là, mes collègues. Si on fait un cours en virtuel, ce sera maintenant, je pense, vendredi prochain, puisque jeudi prochain, il n'y a pas d'AP. Ce sera vendredi prochain. Mais j'espère qu'on pourra se revoir en présentiel, parce que c'est quand même plus simple de faire un cours. Hein. Donc, a priori, mercredi, je vous donne des exercices si on ne se revoit pas. Et mon idée, c'est de commencer un peu à différencier l'enseignement, comme je vous l'ai dit, hein, après le conseil de classe, parce que de toute façon, je pense, là aussi, on ne les a pas fait, mais je pense qu'au conseil de classe, comme chaque année, on va émettre un avis, et je pense que cet avis devrait logiquement être suivi par la commission du jury de bac. Voilà, maintenant, il ne faut préjuger de rien, il faut toujours être très méfiant. Donc, c'est pour ça qu'après le conseil de classe, je pense que je vais plutôt différencier les choses. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne journée, bon courage, et puis donc je vous envoie d'ici demain donc les corrections avec un petit exercice supplémentaire. Allez, bonne journée, au revoir.